bienvenue à cette première édition de J'ai rendez-vous avec, la première édition lyonnaise. Du coup, aujourd'hui, on a la chance de rencontrer Alain Mia. Donc, tout d'abord, je vais vous présenter. Alain pourra peut-être compléter la description. Et puis ensuite, l'idée, c'est d'échanger, poser quelques questions autour de l'entrepreneuriat et d'aller au fil des questions. Alors du coup, déjà, pour présenter Alain Mia, vous connaissez peut-être sûrement à travers ses produits. Alain est originaire d'Orliena, une petite commune au sud de Lyon, une petite commune de 2000 habitants. Et en 1983, il reprend la ferme familiale, où là, il décide de cultiver des parcelles de cerisiers, de pêcher et de pommiers, et autres. Et 14 ans plus tard, donc en 97, Alain crée 6 parfums de jus, et c'est là où il a la bonne idée de présenter ses jus à 60 sommeliers de Relais et Château, donc l'enseigne Relais et Château. Et c'est là où l'aventure prend un tournant, j'imagine. Vous nous expliquerez. Ensuite, du coup, vous lancez une gamme de produits de niche avec des saveurs originales. On retrouve sur le titre betterave, tomate noire, je ne connaissais pas, griotte, rhubarbe. Les jus plaisent, les flacons séduisent. Et depuis, on vous retrouve un peu partout, les restaurants, la grande distribution, les bars, les lieux de street food. Pas la grande distribution. Pas la grande distribution. Au Monoprix, la moyenne distribution 3. Autant pour moi. Du coup, est-ce que vous souhaitez préciser quelque chose avant qu'on commence sous le lot de questions? Tout est vrai? Tout est vrai. Pas de maquillage, donc tout est ok. Oui, j'ai commencé en 97 cette aventure. Très simplement, sans stratégie, un peu comme ça, spontanément. J'ai dit, tiens, on va faire ça. Donc c'était un peu... c'était très spontané. Bon, il se trouve que j'ai eu la chance où j'ai rencontré bonne personne, mais effectivement, il y a eu peut-être ce petit coup de flair en envoyant des jus de fruits à des sommeliers, alors que les sommeliers sont plutôt branchés sur des alcools, sur des spiritueux, sur des vins. Ils ont une très grande expertise dans ce domaine-là, mais ils étaient assez surpris de voir arriver les demandes de dégustation de jus de fruits. Et donc, ça a été c'était le premier petit coup que j'ai fait, parce que finalement, ça nous a ouvert les portes de la restauration gastronomique en France. Voilà. Justement, merci pour ces éléments. Et justement, il s'est passé 14 ans. Est-ce que vous pouvez peut-être expliquer un peu justement entre 83, où vous reprenez la ferme, et puis la décision de se lancer dans cette aventure? Alors moi, je viens d'une famille modeste où on reprend la ferme de génération en génération, c'est un peu immuable. Mais ça me plaisait beaucoup, hein, donc c'était un peu ma destinée. Bon, j'accepte et ça me plaisait fortement. Hein. Mais au bout de quelques années, j'avais le sentiment d'avoir fait un peu le tour de mon métier et que je voulais un peu voir ce qu'il y avait de l'autre côté de la clôture, quoi, grosso modo, quoi, et voir ce qu'il y avait autre part, à Paris, dans d'autres villes, et rencontrer d'autres personnes, quelque part vivre d'autres aventures. Voilà. Mais ces 14 ans étaient très importants pour moi parce que ça m'a permis d'avoir une bonne connexion avec la nature et avec les arbres et avec les fruits, et donc ça me permet d'avoir une expertise que j'utilise encore aujourd'hui sur la sélection des matières premières, et ce qui fait qu'on a un produit différenciant au bout du compte. Justement, la deuxième question, c'est de savoir comment élaborez-vous vos créations, vos jus? Alors la création, c'est une espèce de fourre-tout dans lequel on met plein de choses. J'estime que la création, c'est le premier homme qui a pris 2 cailloux, qui a tapé l'un contre l'autre, et celui qui a été transformé, c'était la première création de l'homme. Mais la création, elle est motivée par une envie, par un besoin, le sien, celui d'un autre, de la famille, d'un proche, envie de prouver, peu importe, envie de s'évader. Donc la création même, en fait, chacun la vit tous les jours dans son environnement professionnel, mais personnel aussi. Et pour en revenir à la question, quand même, je ne vais pas trop m'attarder sur la notion de création, en fait, j'imagine plus en fait le produit fini, et ensuite je remonte sur la matière première. Je cherche plutôt ce qui me manque ou ce qui me ferait plaisir à moi, donc c'est très égoïste en fait. Et je me dis, là, j'aimerais telle couleur, telle texture, tel velouté, tel grain, tel éclat de saveur au début, telle fin de bouche, et après je remonte et je vais chercher le fruit, la variété, les goûts de maturité. Voilà.
Donc c'est quand même un processus assez technique une fois qu'on a élaboré l'envie et qu'on a identifié en fait ce qui nous manque dans la collection, et ensuite on remonte jusqu'à la matière première qu'on va sourcer dans différents endroits. Aujourd'hui, on vous demande des produits, des saveurs particulières? Alors, il y a des besoins qu'on identifie, des nouveaux en fait besoins qu'on identifie, mais qui sont liés bien souvent à cette grande prise de conscience qui a démarré à peu près il y a 4-5 ans sur l'éco-responsabilité, sur la propreté des produits, etc. Et donc, le végétal, en fait, c'est-à-dire moins le fruit, mais plus le végétal, donc toute la partie herbacée en fait, d'une plante, est de plus en plus demandée dans les boissons. Et ça, c'est une demande marché, en fait. Après, nous, par rapport à notre marque et par rapport à la collection de jus et de nectar de fruits, qui est notre cœur de métier, qui est notre pépite dans notre business model, c'est nous qui imposons, en fait. On n'écoute pas nos clients. On est très prétentieux et on dit, bah voilà, ça c'est bien, donc il faut le prendre. Donc c'est une posture, bon, elle vaut ce qu'elle vaut, mais pour l'instant elle fonctionne. Mais ça ne nous empêche pas de nous intéresser à d'autres types de produits à côté, d'où la nouvelle collection de citronnade bio, par exemple, sans sucre qu'on a faite. Les nouvelles demandes sont quand même à considérer, parce qu'il y a un vrai tournant dans la consommation. Le sucre est vraisemblablement un des sujets les plus repris par les médias. En plus, moi, je suis diabétique, insulino-dépendant, donc c'est un sujet qui me tient à cœur. Et donc, le sucre est vraiment à traiter d'une façon très précise et avoir une totale transparence par rapport à nos produits et l'utilisation qu'on en fait, etc. Justement, lorsque vous lancez un produit, est-ce que vous avez des moments de doute quand même? Ou alors vous écoutez vraiment votre envie et, Moi, je suis un gros tracker, donc oui, ce matin, là, j'ai reçu un texto parce qu'on lance une muscadelle pétillant. Donc, le muscadelle, c'est un cépage en fait, du sud-ouest de la France. On a déjà une collection de jus de cépage. Donc, on fait des jus de raisin sur un sauvignon, un chardonnay, etc. Donc, en pur jus de fruits, avec une méthode de récolte, de transformation bien particulière. Ça, c'est un jus. Et là, on lance un pétillant. Donc, en fait, on va le carboner pour en faire un produit qui va se servir en coupe, en fait, dans les grands restaurants à travers le monde. Et je traque parce que la récolte a eu lieu la semaine dernière et ce qu'on appelle la mise sous carbonate a lieu ce matin. Et j'ai mon directeur industriel qui est sur place, qui m'envoie des textos toutes les 5 minutes, qui est en train de goûter. J'espère que ça va être bon. Quoi. Voilà, donc effectivement, on doute quand même à chaque fois qu'on sort un nouveau produit, mais chaque fois qu'on produit tous les jours, hein, on doute aussi. On peut se planter sur la matière première, sur des réglages de granulométrie, etc. Mais c'est nécessaire. Moi, je trouve que c'est un bon carburant. Pas pour moi en tous les cas. Et est-ce que, peut-être une question moins sympa, est-ce que vous avez connu des échecs justement en lançant un produit? Jamais. Des échecs, oui, alors après ça, qu'est-ce qu'on appelle échec aussi, si c'est se planter, on pensait vendre 100 000 unités, on en a vendu 50 000, c'est un échec. L'échec, c'est de ne pas comprendre ce qui s'est passé, c'est ça en fait. Si on comprend d'où vient la déception, c'est plutôt intéressant parce qu'on l'exploite, on l'interprète et on essaie de s'en servir pour une opération similaire qui est dans le futur. Donc c'est plutôt intéressant, mais on n'a pas eu des gros flops. Est-ce que c'est parfois les consommateurs qui ne vont pas forcément aimer un jus, ou alors est-ce que au niveau de la production c'est peut-être plus compliqué que prévu? Alors, il faut savoir que nous, on vend que déjà, il faut se mettre dans le contexte, on ne vend que sur les belles tables, dans les grands hôtels 4 et 5 étoiles, et dans le commerce traditionnel. Donc on n'est pas en grande distribution, même si vous avez allusion tout à l'heure à Monoprix sur Paris, parce qu'on a une collaboration assez historique sur 12 magasins, mais qu'on ne compte pas parce que c'est Ginots en fait. Mais on n'a pas de visibilité grande distribution. Donc en fait, les enjeux de se planter sur un produit, si vous faites une campagne sur un nouveau produit que vous implantez en grande distribution et qui doit faire, on va dire, 3 facings sur 1000 points de vente, il y a des efforts financiers, humains, c'est quelque chose. Chez nous, on se plante sur un produit et il n'y a que, je sais pas moi, 500 points de vente qui le prennent au lieu de 1000.
ça remet, enfin, l'enjeu n'est pas le même, quoi, vous voyez, l'enjeu financier, etc. L'impact est quasiment indolore. Voilà. Mais ça arrive quelquefois, mais c'est des petites déceptions. Bon, on va changer de sujet, on va passer à la question peut-être plus ressources humaines. Du coup, aujourd'hui, la maison Mila, elle compte combien de collaborateurs? Alors, il y a eu un comptage la semaine dernière, et on était 48, je crois. Donc voilà, je crois qu'il y a trois petits nouveaux qui sont arrivés, trois nouveaux qui sont arrivés, pardon, trois jeunes diplômés, et oui, je crois qu'on sommes 48, oui. Il y a, en 97, du coup, vous étiez tout Tout seul. seul. On a embauché une quinzaine de personnes ces 2 dernières années-là. Oui. Donc, on a un plan à 3 et 5 ans qui est ambitieux, mais qui est assez excitant, et donc là, il faut des nouvelles compétences, ressources, et voilà. Donc des nouveaux collaborateurs qui sont arrivés ces dernières années. Du coup, c'est vrai qu'aujourd'hui, vous êtes entrepreneur, vous avez multitâche, et justement, au niveau du recrutement, est-ce que des fois, vous avez trouvé la perle rare, ou à l'inverse, une erreur d'appréhension de casting. De casting. Alors des perles rares. Hier, j'étais en rendez-vous au bureau avec mon DG à Valence, et je m'échappe vers la réunion pour aller prendre un café. Je vais au réfectoire, je croise un des opérateurs, Mohamed, qui était en train de faire sa pause et de manger un petit peu vers midi, un truc comme ça. Et il me dit, à peu près ça, hein, c'est pas une citation, il a déjà fait beaucoup d'entreprises qui étaient plutôt de plus grande taille, avec 200, 300 collaborateurs dans l'industrie agroalimentaire, notamment dans la boisson. Et en fait, c'était limite une déclaration d'amour à l'entreprise sur le caractère humain, en fait, et tout l'attachement qu'il avait, en fait, à cette entreprise, et tout le bonheur et la joie qu'il avait de travailler. J'ai trouvé ça très touchant, et je me dis, tiens, c'est une anecdote qu'il faudrait que je vous relate aujourd'hui, que je vous livre. Mais moi, c'est ce qui m'intéresse, en fait, dans cette espèce de communauté humaine que j'ai mise en place, c'est vraiment cette dimension de considération, de respect, d'attachement, parce qu'une fois que tous ces ingrédients sont rassemblés, on arrive facilement à emmener les équipes derrière un projet, voilà. Et ça, c'est vraiment très intéressant. Donc pour en revenir aux pépites que j'ai chez moi, je trouve que j'ai des pépites un peu partout, hein, quasiment à tous les postes. Alors après, il y a des postes clés, hein. C'est vrai que la direction générale, c'est important, un très bon DAF, c'est important, le marketing, c'est aussi important, donc il y a les membres du CODIR sont vraiment... c'est avec eux qu'on va déterminer des stratégies, qu'on va s'engager par rapport à des risques financiers, technologiques, etc. Mais il y a aussi tous ceux qui sont derrière, des collaborateurs en production et autres, qui doivent être aussi des pépites dans leur fonction. Et en déception, oui, il y a eu surtout un gros échec. Ouais. Sur les 5 dernières années, il y a eu un très gros échec. Enfin, deux directions de service. Ouais. Pour continuer sur les risques, tant qu'à faire, aujourd'hui vous exportez à l'étranger, États-Unis, Japon. Principe. Voilà. Et du coup, c'est le principe, tout à fait. Et qu'est-ce qui est le plus difficile quand on porte un nom très français? Alain, Nina, qu'est-ce qui est. Dans quel contexte on exporte? Quels sont les codes, les risques, les opportunités? Alors, dans l'agroalimentaire, luxe ou premium, alors luxe, c'est un peu difficile de parler de luxe dans l'agroalimentaire, sauf j'estime pour les spiritueux, les vins et le champagne, mais sur un produit premiumisé comme le nôtre, il y a des destinations un peu plus faciles, peut-être plus longues en process que peut-être par l'Asie et notamment le Japon. Alors le Japon, quand la marque est incarnée, eux qui sont très attachés à un produit, une histoire, un personnage, c'est vrai que les 3 ingrédients sont réunis pour réussir sur le Japon, d'où nos scores sur le Japon, puisque c'est là où on fait le plus gros business. Et à contrario, aux États-Unis, marque incarnée ou pas, ça ne change pas grand-chose. Donc on a 2 modèles quasiment opposés en termes de sensibilité consommateur et au niveau des us et coutumes commerciaux entre Tokyo et New York. Du coup, ça va se jouer sur la distribution et la communication, pas forcément sur le produit.
Ça peut jouer sur l'assortiment, surtout. Sur l'assortiment, c'est des codes couleurs qui fonctionnent d'un côté et pas de l'autre, des produits plus ou moins sucrés qui fonctionnent d'un côté et pas de l'autre, et puis sur l'organisation commerciale, et puis le message qu'on va envoyer aux consommateurs. Si vous prenez un exemple, l'exemple du Japon, par exemple, au Japon, on travaille avec 300 restaurants gastronomiques où nos jus de fruits sont servis sur un chariot avec une vasque en étain ou en argent, les bouteilles sont en 1 litre, c'est servi à la coupe, c'est vendu en euros, ça fait à peu près 10 euros la coupe de 10 centilitres. Quoi. Donc ça, c'est le Japon. Voilà. Et à New York, on vend à l'unité 20 centilitres et c'est vendu à 7 $. Quoi. Donc c'est complètement différent. Quoi. C'est pas du tout la même sensibilité, la même approche et le même usage. On ne dit pas la même chose non plus. Et justement, il y a un pays où ça a été compliqué à vendre les jus à l'armia. Le Japon, encore une fois. Oui, le Japon, ouais. Le Japon est une réussite, mais aussi une... En fait, c'est une très bonne école parce que, enfin, moi je trouve, mais j'ai pas beaucoup d'expérience dans l'export, mais si on compare sur le nord de l'Europe, l'Asie, principalement le Japon versus les États-Unis, effectivement, le Japon, par son comportement insulaire, par les craintes qu'ils ont des autres sociétés, qui n'est pas jugé, qui est ainsi, qui est culturel, effectivement, les process sont très très longs, mais c'est très intéressant parce qu'ils nous ont fait modifier nos process, notre réflexion, ils nous ont beaucoup fait avancer sur la qualité intrinsèque du produit. Il y a une équipe locale aujourd'hui dans chacun des pays? Non, pas c'est pas forcément dans là où on fait du score, en fait, on a une équipe, on a quelques veilleurs répartis à droite à gauche, mais pas au Japon. Ouais. Et vous parliez du Brésil, aujourd'hui vous... Non, c'est moi. Du Mexique ou du Brésil? Non, du Brésil. Pas du Brésil. Ah, d'accord. Du Brésil, non. Non. Ah, j'ai cru entendre autant. Non, je suis mal exprimé. Alors non, au Brésil, on ne vend jamais rien, parce qu'en fait, on ne vend jamais de jus de fruits pasteurisé dans un pays où le jus de fruits frais est culturel. Quand vous approchez des tropiques, en fait, aucun intérêt d'aller acheter un jus de fruits dans une bouteille pasteurisée qui va durer 1 an, 6 mois, alors qu'ils ont des fruits toute l'année avec de production de mangue annuelle et avec un coût de matière première qui est juste ridicule. Même dans les très grands hôtels sur le Brésil, il n'y a pas un seul jus de fruits chez nous. Question pour les entrepreneurs qui sont également ici, c'est quelle serait la plus grosse crainte pour la maison à l'armia en pleine ascension? Aujourd'hui, qu'est-ce qui vous fait le plus peur? Que je m'ennuie. Et je m'ennuie, à mon avis, je ne peux pas rester. On est tous très attachés les uns aux autres dans cette entreprise. Ouais, je pense que ça serait quand même assez terrible. Ça se gérait, mais ouais, je pense que j'aurais des défections autour de moi. Ouais. C'était une crainte au début de mettre son nom finalement sur l'étiquette Non, c'est complètement narcissique. Non, c'est très simple. C'est plus simple à protéger. D'une part, juridiquement, au début, il y a 20 ans. Et d'autre part, dans l'agroalimentaire et dans la restauration et dans l'hôtellerie, mettre son nom, c'était aussi une manière de dire je m'engage, moi, en tant que personne, à ce que ce produit soit bon, réalisé par moi, par les équipes, etc. Donc, c'est une espèce de transparence, en fait, assez forte, qui plaît et qui, aujourd'hui, fonctionne encore. Oui. D'accord, merci. Une dernière question, avant de passer aux questions du public, c'est est-ce que vous connaissez quelqu'un qui serait prêt à faire j'ai rendez-vous avec à un moment donné? J'ai dit à Ludivine que je n'avais rien préparé, sauf cette question-là, et je me suis vraiment creusé la tête. Je pense à une personne, mais je n'ai pas assez d'infos sur elle pour savoir si c'est jouable. Ouais, mais j'avance et j'arriverai à livrer quelque chose, mais pas tout de suite. D'accord. Merci Alain Mia.